Imaginez un instant que vous vous sentez bien, vraiment bien, vous dormez, vous bougez, vous riez avec vos proches, vous n'avez pas de douleur particulière, pas de symptômes qui vous inquiètent. Et pourtant, dans quelques semaines, vous pourriez vous retrouver à subir une intervention médicale que votre corps n'a pas demandée et dont vous n'aviez absolument pas besoin. Ce scénario, des millions de personnes le vivent chaque année à travers le monde et la grande majorité d'entre elles ne comprend jamais ce qui s'est passé. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'environ 25 minutes, je vais vous expliquer pourquoi certains examens médicaux de routine après 70 ans peuvent parfois faire plus de mal que de bien. Ce n'est pas une attaque contre la médecine, c'est une invitation à comprendre ce que la science dit réellement pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions possibles pour votre santé. Je m'appelle le Dr Kébé, médecin spécialisé en médecine préventive, et depuis plus de 15 ans, j'étudie la littérature médicale internationale pour en extraire ce qui compte vraiment pour les adultes de 60 ans et plus. Ce canal existe pour une raison simple. Vous méritez une information honnête, rigoureuse et humaine, pas une liste d'examens à cocher mécaniquement. Alors, avant que nous commencions, j'aimerais vous poser une question. Écrivez dans les commentaires, avez-vous déjà vécu une situation où un examen de routine a déclenché une cascade d'événements médicaux que vous n'aviez pas anticipés? Votre témoignage aide d'autres personnes à se sentir moins seules et il m'aide à comprendre ce que vous traversez réellement. Voici ce que je vous propose pour cette vidéo. Nous allons passer en revue 5 examens médicaux spécifiques que je vous encourage à questionner après 70 ans. Pas à refuser aveuglement, mais à questionner avec intelligence. Et vers la fin, je vous donnerai 5 questions précises que vous pouvez poser à votre médecin dès votre prochain rendez-vous. Des questions qui changeront radicalement la dynamique de la consultation. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que le 5e examen est celui dont presque personne ne parle, et c'est pourtant celui qui me préoccupe le plus. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer le principe que j'appelle la logique du temps qui reste. C'est le fondement de tout ce qui va suivre, et sans lui, les 5 points que nous allons voir n'auront pas de sens profond. Quand on a 40 ou 50 ans, le dépistage médical obéit à une logique claire et efficace. On détecte un problème tôt, on le traite et on peut potentiellement gagner 30 années de vie en bonne santé. L'investissement vaut le risque. L'équation est propre. Mais après 70 ans, 3 choses changent de façon fondamentale. Premièrement, beaucoup de conditions détectées par les examens de routine chez les personnes âgées n'auraient jamais causé de symptômes de votre vivant. Ces anomalies progressent si lentement que vous en mourriez avec, pas à cause d'elles. Mais une fois qu'elles apparaissent sur un rapport médical, la machine thérapeutique se met en marche, qu'il y ait urgence réelle ou non. Deuxièmement, la tolérance du corps aux interventions médicales diminue avec l'âge. Une opération dont une personne de 55 ans se remet en 2 semaines peut représenter pour une personne de 78 ans des mois de convalescence, des complications, une perte d'autonomie, parfois pire. Troisièmement, il existe ce que les épidémiologistes appellent l'effet cascade. Un examen trouve une petite anomalie, cette anomalie déclenche un scanner de contrôle, le scanner recommande une biopsie, la biopsie mène à une intervention, l'intervention provoque une complication. Et une personne qui se sentait parfaitement bien se retrouve à naviguer dans un labyrinthe médical. Tout ça à cause d'un examen dont elle n'avait pas besoin. Gardez cette logique en tête pendant tout ce qui suit. Examinons maintenant le premier point. Et je vais commencer par vous raconter l'histoire de Madeleine. Madeleine avait 77 ans, retraitée de l'enseignement, habitant Abidjan. Elle vivait seule mais bien, jardinait, rendait visite à ses petits-enfants tous les samedis. Elle n'avait aucun symptôme digestif, aucun antécédent familial de cancer colorectal, et ses 2 coloscopies précédentes, l'une à 55 ans, l'autre à 65 ans, étaient parfaitement normales. Mais son nouveau médecin, en consultant son dossier, lui dit que le délai recommandé était dépassé et qu'il faudrait en refaire une. Madeleine hésitait. Elle avait lu des choses. Mais elle ne voulait pas sembler difficile, alors elle accepta. La préparation intestinale, ce liquide que l'on doit boire la veille pour vider l'intestin, a provoqué une déshydratation sévère. Le lendemain matin, avant même d'atteindre la salle d'examen, elle était confuse, incapable de tenir debout. Sa fille l'a conduite aux urgences en urgence.
Elle a passé 4 jours en soins intensifs pour une décompensation électrolytique avec risque cardiaque. Elle n'a jamais eu sa coloscopie. Et la cruelle ironie, c'est qu'elle n'en avait pas besoin. La recommandation officielle des principales agences de santé internationales, dont l'US Preventive Services Task Force qui est la référence en la matière, est formelle. Le dépistage systématique par coloscopie n'est plus recommandé après 75 ans chez les personnes sans symptômes et sans antécédents particuliers. Les risques deviennent supérieurs aux bénéfices, et ces risques sont réels. Une perforation intestinale survient dans environ un cas sur 500 coloscopies. Chez une personne de 77 ans, cela peut signifier une chirurgie en urgence, une colostomie, une hospitalisation prolongée, une qualité de vie transformée pour toujours. Que faire à la place ? Parlez à votre médecin de tests non invasifs comme les tests de sang occultes dans les selles qui peuvent détecter de véritables signaux d'alarme sans aucun risque procédural. Et bien entendu, si vous avez des symptômes, saignements, changement durable du transit, consultez sans attendre. La question n'est pas d'éviter la médecine, c'est d'y recourir de façon adaptée à votre situation. Le deuxième point va vous demander une nuance importante, et je vous demande de rester avec moi parce que beaucoup de personnes comprennent mal ce que je vais dire. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais dépister le cancer. Le dépistage a sauvé des millions de vies et peut sauver la vôtre. Ce que la littérature médicale montre clairement, c'est que le dépistage agressif des cancers, PSA pour la prostate chez les hommes, mammographie systématique chez les femmes, dans des populations sans symptômes et sans facteurs de risque particuliers après 75 ans, génère un problème sérieux que les médecins appellent le surdiagnostic. Le surdiagnostic signifie ceci, en langage clair, les technologies d'imagerie moderne sont si sensibles qu'elles détectent des cancers qui sont biologiquement parlant à peine éveillés, de minuscules tumeurs à croissance très lente qui, laissées tranquilles, n'auraient jamais envahi les tissus voisins, jamais causé le moindre symptôme, jamais raccourci votre vie. Vous en seriez mort avec, pas à cause d'elles. Mais le jour où un radiologue écrit le mot malignité sur un compte-rendu, la machine clinique s'emballe. Biopsies, consultations spécialisées, décisions thérapeutiques, tout avance, indépendamment de la question de savoir si ce cancer représente réellement une menace pour vous. Laissez-moi vous parler de Richard, un homme de 79 ans, ancien mécanicien, toujours actif, qui pêchait tous les week-ends dans son village du Cameroun. Un PSA légèrement élevé à l'occasion d'un bilan de routine. Une biopsie confirme un cancer de la prostate de bas grade à évolution très lente. Son urologue recommande une radiothérapie. Richard lui fait confiance. Il subit le traitement. 1 an plus tard, il souffre de fatigue chronique et de troubles urinaires sévères qui ont transformé sa vie quotidienne. Des études publiées dans le New England Journal of Medicine ont montré qu'une proportion significative des cancers détectés par mammographie chez les femmes de plus de 70 ans sont cliniquement insignifiants. Le traitement n'a apporté aucun bénéfice de survie, seulement des effets secondaires. Que faire à la place ? Ayez une conversation honnête avec votre médecin sur votre profil de risque individuel. Si vous avez des antécédents familiaux, des marqueurs génétiques connus ou des symptômes dépistés. Si vous êtes en risque moyen, sans symptômes, posez cette question directe. Si vous trouvez quelque chose, quelles sont les options thérapeutiques réalistes à mon âge? Et qu'est-ce que vous recommanderiez vraiment? Cette seule question change souvent l'orientation de la consultation. Avant d'aller plus loin, je veux marquer une pause. Parce que ce que nous avons dit jusqu'ici et ce que nous allons dire dans quelques instants peut créer de l'inquiétude. Et je veux vous rassurer sur quelque chose. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire fuir les médecins, c'est de vous rendre plus fort dans la consultation. Ce que je vous donne, c'est le langage pour avoir une vraie conversation avec votre soignant, pas pour éviter d'en avoir une. Voici maintenant le troisième point, et c'est celui qui surprend le plus les gens quand ils l'entendent pour la première fois. J'avoue que pendant longtemps, avant d'approfondir la littérature sur ce sujet, j'avais moi-même une vision incomplète de la question. On en parle donc, les tests cardiaques de stress de routine sans symptômes. Votre médecin vous dit « Vous avez 73 ans, faisons un test d'effort pour s'assurer que votre cœur va bien ». Vous montez sur un tapis roulant où on vous administre un médicament qui stimule artificiellement votre cœur. Ça semble raisonnable, ça semble responsable. Voici le problème.
Les tests d'effort cardiaque chez des personnes sans symptômes ont des taux de faux positifs qui atteignent 40% ou plus dans certaines populations âgées. Cela signifie que presque une fois sur deux, le test signale une anomalie alors que votre cœur va parfaitement bien. Mais la médecine ne peut pas simplement hausser les épaules devant un résultat anormal. Cette fausse alerte vous projette vers l'étape suivante, un cathétérisme cardiaque. Le cathétérisme consiste à introduire un fin tube dans vos vaisseaux sanguins, généralement par le poignet ou l'aine, jusqu'à votre cœur. C'est une procédure sérieuse. Les risques incluent des saignements, des lésions vasculaires, des arythmies et, dans de rares cas, la procédure peut déclencher l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral que vous cherchiez précisément à prévenir. Et voici où cela devient encore plus contre-intuitif. Si le cathétérisme trouve un rétrécissement partiel, ce qui est extrêmement courant chez les personnes de plus de 70 ans, dont beaucoup n'ont aucun symptôme, vous pourriez vous retrouver avec un stent coronaire. Or, des essais cliniques majeurs, dont le célèbre essai Ischemia, ont montré que la pose de stents chez des patients atteints de maladies coronariennes stables ne réduisait pas le risque d'infarctus, ni ne prolongeait la vie par rapport à une gestion médicale et à la marche quotidienne. Répétons-le clairement. Le stent n'a pas mieux fonctionné que le médicament, mais il a imposé des risques procéduraux réels, puis une vie sous anticoagulants, avec leur propre risque de saignement. Vous êtes donc passé de se sentir bien à examen de routine, à fausse alarme, à cathétérisme, à stent, à anticoagulant, à surveillance continue, sans bénéfice statistique sur votre espérance de vie par rapport à quelqu'un qui se contentait d'une promenade de 30 minutes par jour. Que faire à la place ? Parlez à votre médecin d'optimiser vos facteurs de risque modifiables. Tension artérielle, cholestérol, glycémie, activité physique, qualité du sommeil. C'est là que se trouvent les vrais gains sans risque procédural. Je sais que certains d'entre vous pensent en ce moment à quelqu'un dans leur famille, un parent, un ami, qui pourrait bénéficier de cette information. Je vous invite à partager cette vidéo avec une personne précise dans votre entourage, quelqu'un de plus de 65 ans, qui a des examens de santé prévus prochainement. Un partage peut changer une décision médicale. Et dans quelques instants, nous arrivons au 4e point, qui concerne quelque chose dont presque tout le monde a entendu parler, l'ostéoporose. Mais ce que je vais vous dire sur la façon dont elle est souvent traitée va peut-être vous étonner. Le 4e point porte sur la densitométrie osseuse, l'examen DEXA, et ce qui s'ensuit presque automatiquement dans beaucoup de cabinets médicaux. Je tiens à être précis d'entrée de jeu parce que ce sujet génère de la confusion. L'ostéoporose est réelle. Les chutes sont dévastatrices chez les personnes âgées. Je ne remets pas en question la réalité de la perte osseuse avec l'âge. Ce que je questionne, c'est le pipeline automatique qui fait passer presque systématiquement d'un résultat de DEXA à une prescription de bisphosphonate, des médicaments comme l'alendronate ou le risedronate, sans que les options alternatives aient été sérieusement discutées. Voici ce qu'on ne vous dit pas toujours. L'utilisation prolongée de bisphosphonate est associée à une condition rare mais sévère appelée fracture fémorale atypique, des fractures de stress spontané dans l'os de la cuisse, l'os même, que vous cherchiez à protéger. Ces fractures peuvent nécessiter une chirurgie. De plus, ces médicaments sont liés à l'ostéonécrose de la mâchoire, une dégradation osseuse douloureuse et difficile à traiter. Pendant ce temps, l'intervention la plus efficace pour prévenir les fractures chez les personnes âgées, de loin, sans comparaison, n'est pas un médicament, c'est la prévention des chutes. Des études montrent que le tai chi spécifiquement réduit le risque de chute de près de 50%. Éliminer les obstacles à domicile, installer des barres d'appui, vérifier si certains médicaments provoquent des étourdissements, faire contrôler sa vision régulièrement, s'assurer d'un apport suffisant en protéines et en vitamine D. Ces interventions réduisent le risque de fracture de façon plus significative que n'importe quel médicament, avec zéro effet secondaire. Encore une fois, il existe des patients qui ont absolument besoin de médicaments pour la santé osseuse. Ceux qui ont déjà eu des fractures, ceux avec des scores T très bas, ceux avec des facteurs de risque spécifiques. Mais un DEXA de routine menant à une prescription automatique et prolongée pour une personne de 64 ans active qui n'a jamais eu de fracture, c'est une conversation à avoir, pas une conclusion inévitable. Demandez à votre médecin, avant de parler médicaments, pouvez-vous évaluer mes facteurs de risque de chute ?
Et quelle est la réduction réelle du risque de fracture avec ce traitement, comparé à un programme structuré de prévention des chutes? Nous arrivons maintenant au 5e et dernier point, et c'est celui dont personne ne parle. Dans mon expérience de la littérature médicale et des discussions avec des confrères, c'est l'examen dont les conséquences potentielles sont les plus sous-estimées par le grand public. Je parle du dépistage systématique par échographie des artères carotides chez des personnes sans aucun symptôme. Les artères carotides sont les grandes veines du cou qui alimentent le cerveau en sang. L'idée semble simple et logique. Si on trouve un rétrécissement important, on peut l'opérer chirurgicalement et réduire le risque d'accident vasculaire cérébral. Sauf que la réalité est bien plus complexe et pour les patients asymptomatiques, bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Voici le fait central. L'intervention chirurgicale utilisée pour traiter un rétrécissement carotidien, appelée endartériectomie carotidienne, comporte un risque de 2 à 3% de provoquer un AVC pendant ou immédiatement après. La procédure. Chez les personnes âgées avec d'autres conditions de santé, ce risque est encore plus élevé. L'US Preventive Services Task Force recommande explicitement contre le dépistage systématique des artères carotides chez les adultes sans symptômes, sans mini-AVC, sans troubles visuels transitoires, sans symptômes neurologiques. Leur analyse conclut que chez les personnes asymptomatiques, le risque lié à l'intervention chirurgicale dépasse le bénéfice. Voici pourquoi. Beaucoup de personnes de plus de 70 ans ont un certain degré de rétrécissement carotidien. Ce rétrécissement est souvent stable depuis des années, silencieux, ne causant aucun problème. Quand on le dépiste systématiquement, on le trouve et un chirurgien bien intentionné recommande de le réparer. Mais la chirurgie visant à traiter un rétrécissement qui ne causait aucun symptôme peut déloger un minuscule fragment de plaque qui voyage directement vers le cerveau. Je ne vais pas raconter un seul cas individuel pour ce point, parce que les résultats documentés dans la littérature médicale sont trop sérieux pour être réduits à une anecdote. Ce que les études montrent clairement, c'est que des personnes se rendant à une consultation de dépistage de routine sont reparties sur une trajectoire de vie radicalement différente, non pas à cause du rétrécissement trouvé, mais à cause de l'intervention qui a suivi. Que faire à la place ? Si vous n'avez aucun signe d'AVC ou d'accident ischémique transitoire, pas de troubles visuels soudains, pas de faiblesse d'un côté du corps, pas de difficulté à parler, l'investissement le plus efficace reste le contrôle de vos facteurs de risque réels. Hypertension artérielle, qui est le principal moteur des AVC, glycémie, arrêt du tabac, gestion de la fibrillation auriculaire, activité physique régulière. Si vous avez le moindre symptôme neurologique, même bref et résolu, consultez immédiatement, cela change tout. Permettez-moi maintenant de vous donner l'outil pratique que j'avais promis. Beaucoup de personnes me demandent ce qu'il faut dire concrètement à leur médecin quand ils ressentent une hésitation. Voici 5 questions que vous pouvez poser lors de votre prochain rendez-vous, quelle que soit l'intervention proposée, et particulièrement si vous avez plus de 70 ans et que vous vous sentez bien. La première question est, quel est le taux de faux positifs de cet examen dans ma tranche d'âge? Cela vous dit à quel point cet examen risque de déclencher des examens complémentaires inutiles, même si rien ne va vraiment. La deuxième, si cet examen trouve quelque chose, quelles sont les options de traitement réalistes pour quelqu'un de mon âge et dans mon état de santé? Cela oriente la discussion vers les résultats concrets, pas seulement vers les trouvailles. La troisième question est peut-être la plus importante, et c'est celle que presque personne ne pense à poser. Quel est le risque procédural des traitements que l'on envisagerait si on trouvait quelque chose? Chaque procédure comporte un risque. Vous méritez de le connaître avant, pas après. La quatrième, que se passerait-il si nous surveillons plutôt que si nous traitons? Pour beaucoup de conditions trouvées chez les personnes âgées, la surveillance active avec un suivi régulier est une option légitime et souvent supérieure. Et la cinquième, quelle est l'intervention non invasive la plus efficace pour cette condition? Parce que très souvent, comme nous l'avons vu pour la santé osseuse, la santé cardiaque et la prévention des AVC, les modifications de mode de vie et les médicaments surpassent les interventions procédurales avec un risque bien moindre. Tout bon médecin accueillera ces questions favorablement. Et si votre médecin vous fait sentir difficile ou importun pour les avoir posées,
C'est une information importante sur ce que cette relation médicale peut vous offrir. Je veux terminer avec quelque chose qui me tient profondément à cœur. Il existe une différence entre une médecine qui cherche des problèmes et une médecine qui vous aide à vivre bien. Après 70 ans, l'objectif de vos soins ne devrait pas être de multiplier les trouvailles. Il devrait être de protéger et d'étendre votre qualité de vie, votre indépendance, votre énergie, votre capacité à faire ce qui compte pour vous. Les meilleurs médecins que j'ai rencontrés dans ma carrière savent que recommander la surveillance parfois demande plus de sagesse que d'ordonner un nouvel examen. Que dire non à une procédure peut exiger plus de courage que de dire oui. Vous avez le droit de savoir ce qu'un examen cherche. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe si on trouve quelque chose. Vous avez le droit de demander si une trouvaille serait réellement traitée et si ce traitement améliorerait concrètement votre vie. La médecine nous a donné des outils extraordinaires, mais les outils ne sont utiles que lorsqu'ils sont utilisés au bon moment, pour la bonne personne, dans le bon contexte. Vous êtes cette personne et vous méritez une expérience médicale construite autour de vos objectifs, de vos valeurs et de votre corps, pas autour d'une liste de cases à cocher. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de quelque chose que presque aucun médecin n'aborde en consultation. La différence entre les médicaments qui prolongent la vie et ceux qui prolongent simplement la durée du traitement. Une distinction que vous devriez connaître absolument si vous prenez régulièrement plus de 3 médicaments. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo. Et avant de partir, faites une chose concrète. Pensez à une personne dans votre entourage, un parent, un ami proche, qui pourrait bénéficier de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec elle, pas parce que vous pensez qu'elle a un problème, mais parce que l'information, c'est une forme de soin. Et dans cette communauté, nous prenons soin les uns des autres. À très bientôt.